À la une du Téléfoot New Look d'aujourd'hui, la 29e journée du championnat, les extraits de tous les matchs avec en particulier un certain Saint-Étienne-OM. Saint-Étienne-OM, c'était également, vous le savez, une affiche dans le début des années 70. Nous y reviendrons, comme nous reviendrons sur la journée de mercredi dernier où il y a eu de bien jolis buts. Nice en a encaissé 4 à Lens, mais reste malgré tout fidèle au poste. C'est ce que vous expliquera Bernard Renaud. Pour la rubrique étrangère, suite de l'affaire Schuster, Michel Enfrol était cette semaine à Barcelone. La deuxième division enfin avec le match au sommet Montpellier-Cannes et en prime un reportage de Philippe Houy sur Laurent Blanc, le joueur qui monte. Il ne descend pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. On nous a enlevé 1 heure de sommeil. C'était pas évident. Ça tombe très mal quand il y a téléfoot. Vous vaudrait mieux le faire en semaine. Il y a eu 2 journées de championnat. Thierry, le plus simple, c'est encore de commencer par la première. Oui, tout à fait. Celle de mercredi, c'était la 28e. Il y a eu 25 buts de marqués. Ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Alors Didier, on va attaquer ça tout de suite avec la rencontre Marseille-Lille avec une équipe marseillaise qui se maintient au sommet. Oui, Marseille qui fait match nul à l'extérieur et qui l'emporte à domicile, l'idéal pour être champion, tout comme Bordeaux d'ailleurs. Ici, c'est un premier but de Papin après 1 heure de jeu, donc Lille a bien résisté. Et puis 11 minutes plus tard, on va retrouver Jean-Pierre Papin, Giresse, et juste à la sortie, c'est très bien fait, il avait jeté un petit coup d'œil avant, le deuxième but de Papin, donc l'OM qui l'emporte 2-0, pas de but dans le match Auxerre-Metz. Et au sein de l'équipe toulousaine, un homme qui revient à grandes enjambées après avoir été blessé, Marsico, qui se fait justice lui-même sur penalty juste avant la mi-temps contre Sochaux. Colin l'avait fauché, 1-0 donc pour Toulouse. 47e minute sur une action encore de Marsico, c'est le jeune Pavon qui marque son premier but en Division 1. 2-0, 44e, 47e, on ne peut faire mieux, juste avant et juste après la mi-temps. Et 10 minutes plus tard, c'est Sylvestre sur coup franc de Fernier qui sauve l'honneur pour Sochaux. Monaco l'a échappé belle à domicile devant Toulon. Vous voyez un derby avec beaucoup de cartons jaunes. C'est classique. Et en effet, Toulon avait ouvert la marque par l'ancien monégasque Roger Ricor à la 52e minute. Et puis, 3 minutes plus tard, on allait retrouver René Marsiglia. Il est un petit peu du pays, lui aussi, car s'il a joué dans le Nord, il est originaire de Marseille et plus précisément des Caillols. L'équipe des Caillols qui nous a donné de très très bons joueurs. Donc 2-0 à cet instant. Alors les Danois montent, ils vont tenter le tout pour le tout. Busque, l'Herby pour une fois du pied droit et finalement Ferrach qui était entré en cours de jeu à la place de Daniel Bravo réduit la marque 2-1. Et toujours les grands blonds sur ce genre de coup franc et c'est finalement l'Herby. Le ballon est détourné qui égalise pour Monaco à 5 minutes de la fin. Un Parc des Princes au tir plein, mais où sont les PSG Nantes d'antan? La fumée des pétards des supporters du PSG n'est pas encore dissipée lorsque Suzik du pied gauche ouvre la marque à la 5e minute. 1-0 pour les Parisiens, mais très belle égalisation de Kambouaré à la 67e minute, un partout. Et il faudra un penalty à la 76e minute pour que Ali Lodzik trompe son ex-coéquipier Jean-Paul Bertrand-Demann et le PSG l'emporte 2-1. Beaucoup de buts à Laval et le Racing, donc il ne s'est pas trop remis de sa défaite dans le derby, accompagné de son élimination en coupe. Et un superbe coup franc de Patrick Delamontagne à la 27e minute, un but de Oubo Kiri. Et il y a de quoi à la 34e minute. Enfin, en deuxième période, c'est un but toujours pour Laval, donc de Roseau. Une nouvelle lucarne et Lidbarski réduira la marque après 1 heure de jeu. Il était bien trop tard, donc Laval l'a emporté 3-1. Le carton du jour en faveur de Lens et aux dépens de l'Olympique Gymnaste Club de Nice. 5e minute, une balle de Catalano pour Tobolik, cafouillé par la défense niçoise. Et 1-0 pour les 100 et or. 22e minute, joli coup franc de Gillot et 2-0. 35e minute, mésentente Armitrano-Curbelo qui exploite Tobolik, 3-0. Et juste avant la mi-temps, exploit de William Njolea, ça a dû faire plaisir à papa. Et 4-0 à la mi-temps, la messe était dite depuis longtemps. Brest-Saint-Étienne, un tout petit but marqué par Guégan à la 68e minute de cette partie. Il vient d'entrer en jeu, Guégan.
C'est pratiquement son premier ballon à la suite de ce mauvais rebond et donc ce renvoi de Casaleda. Nancy-Rennes, but de Stéphane, superbe lob, très intelligemment joué, 1-0 pour l'Écossais et pour Nancy, et pénalty de Nagy, 2-0, Nancy a gagné le match de la peur face à Rennes. Le Havre-Bordeaux, donc Bordeaux, je vous l'ai dit, comme Marseille, match nul à l'extérieur, victoire à domicile. Bordeaux qui avait ouvert la marque par l'inévitable Farjon, toujours là où il faut. Philippe Farjon, c'est vraiment un cas à la 46e minute. Mais 6 minutes plus tard, plus exactement, un joli lob de Pain et nous en resterons là, un partout. Et en levée de rideau de ce match, c'était la fête du Variété pour son 1000e match. Ils étaient tous là, venus quelques-uns de très loin, comme Puskás ou Monsieur Foot, Serge Blanco ou Marius Trésor. J'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois avec Serge dans des matchs du Variété et je crois qu'il a des qualités certaines. C'est dommage qu'il ait choisi le rugby. Et Marius, vu son gabarit, je crois qu'il aurait pu me remplacer à l'arrière. Je crois qu'il est inné pour ça, il a le sens du jeu. Il a un bon coup de pied, pourquoi pas. S'il avait voulu, il peut même s'il veut, il peut venir jouer encore bien ici. Pour le 1001e match jeudi à Montauban, Puskás ne sera pas là, mais pour le 2000e, il a promis de revenir affûté. Allez, ça va maintenant. Ne rajoutez pas. Je parle pas pour moi, je parle pour mon fils. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la première division? Hein? Dites-le. Dites-le. Ben, on va vous le dire, Léo Ferré, effectivement, la première division, enfin le frais, la viande fraîche, c'était hier soir. Mais nous avons quelques petites boîtes de conserve ici à Téléfoot. Alors Saint-Étienne-OM, on vous l'a dit, c'était le match du jour, mais on vous l'a dit aussi dans les titres, c'était une assez belle affiche il y a quelques années. On va revenir donc avec la petite boîte de conserve après la viande fraîche, c'est promis. Retournons au stade Geoffroy Guichard, 15 ans en arrière. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Souvenez-vous, dans la foulée de Jules Vinca, Jean-Paul Escal, Tout Sourire, Lopez, Odoul, Novi, Kula, Leclerc, Magnusson, Bonnel, Skoblar et Kouékou. Ça, c'est pour Marseille. Pour Saint-Etienne maintenant, Carnus, Djurkovic, Farison, Camerini, Bosquier, Herbin, Parison, Larquet, Hervé Révelli, Keita et Saramagna. Le TOS et finalement, c'est Marseille qui attaquera côté gauche. Ici en blanc donc avec ce long centre de Lopez, cette tête de Kouékou. Heureusement que Carnus ne relâche pas car Josip Skoblar est toujours à l'affût. Roger Magnusson de son côté semble en grande forme. Ça tombe bien pour Saint-Etienne car Carnus également. Sur le banc, Albert Batteux et Pierre Garner s'inquiètent. Ils ont tort car Saint-Etienne va bénéficier d'un pénalty sur cette action. Et oui, indiscutablement, il y a une main de l'arrière droit Lopez. Ce qui ne semble pas du goût de Jules Vinca et de Jean-Paul Escal. Hervé Révelli s'interpose. Finalement, beaucoup de palabres pour pas grand-chose puisque Keita rate le pénalty. Mais quelques minutes plus tard, un tir terrible de Robert Herbin. Et cette fois, les filets gardés par Jean-Paul Escal tremblent une première fois. Saint-Etienne mène 1-0. Ce ne sera pas le score à la mi-temps car il s'en passe des choses dans ces 45 premières minutes. Comme ici, par exemple, une faute de Camerini sur Kouékou, mais l'arbitre n'intervient pas, ce qui surprend Magnusson, Louvet et tous les joueurs de l'OM qui attaquent toujours avec Leclerc qui change complètement là-bas pour Skoblar. Cette fois, ça y est, c'est l'égalisation. 2 rebonds et Carnus qui rate d'un rien 7 manchettes, 1 but partout à la mi-temps. En deuxième période, le match sera toujours équilibré sous les yeux de Mario Zatelli et Marcel Leclerc, l'ancien président de l'OM. Apprécier ces feintes de corps de Charlie Loubet aux dépens de Robert Herbin, mais contrairement aux apparences, eh bien c'est Saint-Etienne qui va l'emporter et marquer donc le but de la victoire par Christian Saramagna, pour une fois du pied droit. Il manque quelques centimètres à Jean-Paul Escal, score final 2-1 pour Saint-Etienne malgré un dernier raid de Charlie Loubet. C'était la dernière action, coup de sifflet de l'arbitre. Cette fois, ça y est, côté stéphanois, on peut lever les bras en forme de V, V comme victoire.
Eh bien, Marseille a pris sa revanche hier soir, vous le savez, mais c'est tellement frais que c'est pas prêt. On est en train de couper la viande, alors on va passer maintenant au sujet suivant. On reviendra bien entendu. Oui, on va y revenir sur ce match du jour. Normalement, vous devriez voir des petits feux d'artifice là derrière pour vous rappeler que le Racing avait organisé une soirée toute particulière à la fin, juste avant la trêve. Voilà, vous vous souvenez, il y avait 10 000 jeunes invités, c'était avant et après le match donc Racing contre Nancy. Le Racing l'avait emporté. On a suivi un petit peu on a essayé de continuer cet effort du côté des dirigeants du Racing hier où il y avait encore beaucoup d'invités, 15 000 jeunes pour ce match Racing Club de Paris-Toulouse. Vous voyez, ils sont ravis, c'est une bonne chose, c'est la maman qui va être contente quand on va rentrer. Les jeunes sont ravis, les moins jeunes aussi, c'est bien, ça fait plaisir à tout le monde et à certains, il y a toujours des pistonnés dans cette histoire. Eux, ils se sont trouvés une tribune à l'aise, pour suivre le match dans de bonnes conditions. Et tant et si bien que le Parc des Princes est plein, vous voyez, c'est curieux, oui, il y a toujours un accoutrement un peu spécial, mais que voulez-vous, ce match... C'était aussi la soirée de l'espace. Il était placé sous le signe de la soirée de l'espace. Et il y en a un petit peu de l'espace. Bernard Bureau, mais il n'en profite pas ici, une petite mésentente avec Francescoli. Nous sommes donc en première mi-temps. Le Racing est sur votre droite. Attaque avec Tussaud. Non. Un bon tacle là de Tilly. Mais on se gêne un petit peu. Et cela aurait pu faire l'affaire de Lidbarski. Attention quand même au contre toulousain. Toulouse qui ne joue sans Durand et qui sera privé de Marsico au bout d'une demi-heure de jeu. Ici un arrêt bien délicat de Dominique Leclerc sous la menace de Bellus qui avait donc remplacé Marsico après une demi-heure de jeu. Et à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps, une superbe occasion pour Yannick Stopira. Mais ça passera à côté et Dominique Baudis, le maire de Toulouse, qui est toujours là à domicile et même de temps en temps à l'extérieur, puisqu'il était hier soir au Parc des Princes, sera bien déçu à la suite de cette action. Évidemment, une première mi-temps pas vraiment extraordinaire du côté du Racing. Alors les chercheurs se penchent. Quel est le problème? Il faut regarder vers là-haut. Comment faire pour que la fusée parte une bonne fois pour toutes? Bien, elle va partir. Elle ne va pas vraiment atteindre son objectif en deuxième mi-temps, puisque le Racing ne va pas l'emporter. Mais enfin, elle va partir et on va assister, c'est vrai, à une bonne deuxième période, surtout du côté du Racing, avec tout d'abord cette tentative de Fernandez. Bien repoussé par Bergerot, cette accélération de Francescoli, Lidbarski qui lance bien Bureau là-bas, mais il va tellement vite Bureau que Francescoli n'a pas eu le temps de se replacer. Il arrive un petit peu tard sur cette action. Ce n'est pas terminé. Un bon contre ici avec Fernandez, bousculé par les stages, mais M. Delmer a une belle réaction. Fernandez commet une faute, mais ensuite, donc finalement, il laisse l'avantage. S'il avait sifflé une première fois, eh bien, il aurait avantagé en quelque sorte celui qui faisait la première faute, c'est-à-dire le défenseur Lestage. Ça continue à la suite d'un corner, c'est une tête de Germain qui ne passe pas si loin. Vous voyez qu'il y a quelques occasions. Et ici, regardez, c'est amusant, Passy, il va tirer un coup franc, mais au dernier moment, il va hésiter et boum, il se fait mal. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Il quittera la pelouse 5 minutes avant la fin. Et on va se quitter dans cette partie avec, à 2 minutes du coup de sifflet final, une superbe occasion pour Ruggiani qui sera contré au tout dernier moment, car il faut dire effectivement que la défense de Toulouse a fait un très très bon match et que Toulouse visiblement était venu pour faire le match nul. Ensuite donc c'est le spectacle, le satellite, il y a Iti qui est dedans, la guerre des étoiles, le retour de Gédy et tout et tout. Ta-ta-ta. Il est prêt? Il est prêt? Eh bien voilà, une bonne nouvelle, Saint-Etienne OM est prêt, alors allons-y pour le match du jour, Thierry. On a juste inversé, donc on a fait passer les Parisiens et Gédy avant le leader marseillais. Alors on se rend à Geoffroy Guichard où il y avait 50 000 personnes hier soir pour ce match au sommet, le match du jour. Vendredi, dernière séance d'entraînement pour les Verts avant d'affronter le co-leader l'OM. Des Verts en position précaire au classement, une situation qu'a déjà connue Jean Castaneda en mai 1984. Il y pense encore, mais pour l'heure, c'est simplement un match décisif que se prépare le gardien des Verts. Ce ne sera pas un match comme un autre, il va y avoir plus de 45 000 spectateurs à Saint-Etienne, beaucoup de médias vont être là et c'est vrai que ce sera un match différent, mais pour nous l'important c'est qu'il soit le même qu'un autre, 2 points à prendre et puis c'est tout. Les dernières heures qui précèdent la rencontre sont les plus difficiles à supporter. Chacun les vit à sa manière.
J'habite à côté de Saint-Étienne, dans la banlieue de Saint-Étienne, donc je vais essayer de trouver le calme, regarder la télé, me détendre au maximum. Et puis demain, donc la journée se passera tous ensemble. On se retrouve à midi dans un hôtel de la région stéphanoise. Mais je crois que ça va surtout être basé sur la concentration et aussi la détente. Après le calme des bords de Loire, c'est le tumulte du tunnel de Geoffroy Guichard. Castaneda a fait le vide dans sa tête. Il sait que la soirée face à Papin, Giresse, Sliskovic sera de toute façon très difficile. Il est 20h30 pour la SS. L'opération maintien passe par un bon résultat. Un résultat positif contre Marseille. Réponse sur le coup de 22h15. Le match, meilleure affluence de la saison à Saint-Étienne, 45 000 spectateurs, ambiance impressionnante. Et on a failli assister au but le plus rapide du championnat. Il aurait été marqué après 5 secondes de jeu si ce ballon avait fini sa course au fond des filets. Saint-Étienne domine, 8 minutes de jeu, coup franc, arrêt de balle sur ce tir de France. François, victime un peu plus tard d'une double entorse, malgré sa blessure, il continuera à jouer et refusera même d'être remplacé pendant la deuxième période. L'OM joue en contre, 20 minutes de jeu, joli travail de Sliskovic sur le côté droit du terrain, un ballon pour Jean-Pierre Papin mais repris raté par l'avant-centre de Marseille. Les Stéphanois dominent, néanmoins ils ont des problèmes pour s'infiltrer dans la défense marseillaise. Alors ils tirent de loin, exemple avec ce tir de Ribard qui passe à côté. 37 minutes de jeu à la suite d'un centre de Bonnevet. C'est au tour de Pétilon de tenter sa chance. Belle, encore une fois, bien placée. Partie animée, jeu de remarquable qualité, le tout dans le meilleur esprit. Certes, il y a eu des fautes, mais regardez, c'est un blanc qui relève le vert et c'est un vert qui va relever le blanc. Bravo. 42 minutes de jeu à présent et M. Ben Ali attend un coup franc marseillais. Il est tiré par Sliskovic, tête de Cubaine, Marseille mène 1-0. Le ralenti, en fait, Cubaine sur ce coup franc effleure à peine le ballon, mais c'est suffisant. Et la réussite est à l'arrivée. Marseille à la mi-temps mène donc par 1-0. La deuxième période, elle est commencée depuis 3 minutes seulement quand les Stéphanois ont une bien belle occasion d'égaliser. Une montée de demi-crosse, le libéraux, un ballon pour Muster, il tire, mais sur la transversale. Là aussi on va revoir, rien à dire, sinon que Marseille a eu la chance. Tout à l'heure, le ballon a frappé l'intérieur du poteau et il est rentré. Là, il est revenu en jeu. Le seul accrochage du match, Timo qui s'énerve quelque peu dans le dos de l'arbitre. Il s'en prend à Sliskovic, pas très rassuré, le Yougoslave de l'OM. Mais le général, qui rapidement rentrera en main. En tout cas, Marseille mène donc toujours par 1-0. Encouragés par leur public, les Stéphanois font le maximum pour égaliser. Encore ici une belle occasion, et selon un principe qui a fait déjà ses preuves, Crimo dans le rôle du remiseur, mais Ribard rate complètement sa reprise. Attention toujours au contre marseillais, là le ballon va parvenir à Forster, le défenseur allemand de Marseille. Il tire, mais ça passe au-dessus. Il reste maintenant 10 minutes à jouer. C'est le moment peut-être de souligner la formidable partie, encore une fois réussie par Joseph-Antoine Bell. Dans les sorties ou sur sa ligne, le gardien de l'OM, tout impeccable. Là, vous venez de voir une sortie. Ici, il a encore l'occasion de briller. Il n'a rien fait passer. Au contraire, à 4 minutes de la fin du match, Marseille aurait même pu marquer un deuxième but. Sliskovic a le champ libre, il veut donner à Diallo, mais il est contré. Marseille gagne finalement 1-0. Il y avait 37 ans que l'OM n'avait pas gagné. L'homme du match, le public. Nombreux, enthousiastes, sans excès, en un mot formidable, même les joueurs marseillais sont d'accord.
Joseph-Antoine Bell, on a failli vous prendre pour homme du match et puis finalement on a choisi le public. Ça change. Vous êtes d'accord avec nous? Ben, je suis surtout content pour le public. Il était nombreux, il a crié du début à la fin, et moi avec lui d'ailleurs. Et donc, s'il est l'homme du match, je lui dis bravo. Comme au vieux temps de Geoffroy Guichard, l'ambiance extraordinaire, ça motive pour un match de football, ça c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on ressent au moment d'entrer sur le terrain? Je crois que de toute façon c'est aussi motivant pour l'adversaire quand on est ici, quand on voit qu'il y a du monde et que ce monde-là est prêt à vibrer pour un match, ça donne envie de jouer. Je crois que ce soir c'était le public, il y avait 45 000 personnes derrière une équipe, ils ont poussé du début jusqu'à la fin, je crois que c'est important. Jouer devant un tel public c'est fantastique, il y a toutes les conditions sont réunies pour faire un beau match et je crois qu'un public fair play comme il l'est, c'est vraiment bien, c'était une belle fête. Pour Castaneda, le rêve s'est achevé à 3 minutes du repos. Coup de froid occupé et coup de tête de Kidden sur un tous ses coéquipiers et le supporter de l'OM. Castaneda n'a pu compter sur l'aide de son côté. En seconde période, Castaneda se motive, attendant la délivrance sous la forme d'un but qui ne viendra pas. Ses ordres se perdent dans les coups de Geoffroy Guichard. La menace marseillaise est présente jusqu'à la dernière minute. 22h15, Geoffroy Guichard se vide. Jean Castaneda regagne vaincu ses vestiaires. L'avenir des Verts s'assombrit, mais il est dur le métier de gardien de but. Et pour Saint-Étienne, comme pour d'autres clubs, la fin de saison sera difficile. Autre match important de la soirée d'hier, Metz-Brest. L'attaque messine et Zénier en fait parler la poudre. Martin Zara. Match des extrêmes hier soir à Saint-Symphorien. Quelques 900 km séparent en effet Metz de Brest. Et si dans l'Est, tout baigne dans une douce euphorie, Metz est 6e. Par contre, dans l'Ouest, ce n'est pas vraiment la joie. Le club breton classé en milieu de tableau doit faire face en ce moment à des querelles internes. Une crise oppose en effet joueurs et entraîneurs à certains dirigeants. Ça a été un point de non-retour, donc si c'est comme ça, je crois qu'il y aura l'entraîneur qui va sûrement partir si le président reste, et il y aura sûrement quelques joueurs qui partiront, dont moi, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous envisagez très sérieusement maintenant votre départ de Brest? Si le président Yvinek reste, tout à fait, je m'en vais, c'est tout. Des problèmes qui n'ont toutefois pas empêché les Bretons de jouer en vrai pro. Brest, ici par l'intermédiaire de Pouliken, inquiète d'entrée et tort le gardien messin. Mais Metz est en grande forme, Metz domine, les Lorrains emmenés par Missich et Zénier prennent de plus en plus l'ascendant sur Brest. Et c'est en toute logique que Metz, à 5 minutes du repos, ouvre le score. Zénier au départ de l'action pour Braconi. Centre de Markov et extraordinaire reprise de volée de Zénier. Chalery reste sans réaction, Metz exulte. En deuxième période, les Lorrains vont être euphoriques. Tout, mais vraiment tout, va leur réussir face à une équipe brestoise totalement dépassée par le rythme imprimé par les joueurs de Marcel Husson. Carmelo Missich va donner le tournis à la défense bretonne. Missich, un candidat de plus en plus sérieux pour une place en équipe de France. L'attaquant lorrain marque même son but après 10 minutes de jeu, et ce 1-2 en pleine surface avec Hinsberger. À 2-0, Metz continue à attaquer et marque un troisième but. Relais Markov Castendutch. Centre du libéro lorrain. Hinsberger s'efface. Zénier marque son deuxième but de la soirée. Le buteur du championnat, c'est bien. C'est bien si ça peut permettre à l'équipe de prendre des points et de gagner. Maintenant, c'est pas, pour moi, c'est pas une obsession. Mais c'est quoi la recette miracle de Metz pour en arriver là? C'est un bon état d'esprit, c'est de bons joueurs aussi. Pas de vedettes, mais de bons joueurs. Un exemple à méditer, car hier soir, l'équipe entière est à féliciter. Seul petit reproche que l'on peut adresser à Metz, c'est d'avoir été trop facile par moment. Exemple, cette occasion manquée par Markov en fin de rencontre. Voilà, alors l'Aigle à Plume n'est pas très content. C'est l'Aiglon, c'est l'OGC Nice qui réalise un très beau parcours cette année, comme la saison précédente. Pourtant, il y a 3 ans, vous savez, ils étaient en 2e division. On ne parle pas assez souvent de Nice, c'est vrai, et lorsqu'on en parle, c'est pas toujours en bien. Alors Bernard Renault est allé se confesser du côté du boulevard. Comment il s'appelle ce boulevard? Boulevard. Masséna.
Mea culpa, c'est vrai, je le confesse bien volontiers. On ne parle pas assez souvent de Nice. Et pourtant, les Niçois le méritent. Depuis 2 saisons, en première division, ils effectuent un excellent parcours. Et pas de chance, quand on parle d'eux, c'est pour les descendre en flammes. Alors à Nice, on ne comprend pas, on ne s'explique pas ce syndrome de l'indifférence. On ne comprend pas ce procès d'intention fait aux Aiglons. C'est cette enquête parue dans France Football qui a mis le feu aux poudres. En résumé, il était dit qu'à Nice, on avait tiré un trait sur le football de haut niveau et que maintenant, on vivotait dans l'indifférence générale. Piqué au vif, Jacques Médecin, député maire de Nice, se fend de 3 feuillets au vitriol, histoire de prouver le contraire. On croyait l'affaire enterrée, mais 11 jours plus tard, l'équipe magazine publie un banc d'essai des équipes de première division. Nice y figure à la 15e place. Catastrophe. À Nice, on n'apprécie pas du tout de passer pour des faire-valoir. Autre période, autre nécessité, autre besoin. Nous parlons toujours en millions puisque la ville de Nice a octroyé en 1987 une subvention de 8 millions de francs à l'OGC Nice et je crois que ça nous situe tout de même parmi les communes de France qui réalisent le plus d'efforts en faveur de leur équipe professionnelle. Mais quand vous voulez faire venir un grand joueur, on parle en milliards. Nous préférons parler en millions. Nous avons axé nos efforts au niveau de notre club professionnel, principalement sur notre centre de formation. Cela démontre bien que nous sommes sages et que nous n'avons pas voulu tomber dans une surenchère qui, à mon avis, est aujourd'hui arrivée à certains excès. Le centre de formation de l'OGC Nice, un gros bloc de ciment pas très folichon, situé au parc de l'Ouest. Il abrite 26 apprentis footballeurs. Grande fierté niçoise, Mège, Blanc, Massa, Morales, Guéric et Massiot en sont issus. Cible favorite des détracteurs de Nice, l'entraîneur Jean Séraphin, 46 ans, depuis 5 ans au club. Séraphin à qui le public reproche d'être lorrain, calme, parachuté, patient, bref, de ne pas être le Rambo niçois. Le public niçois, comme tous les publics, est assez nostalgique un peu des heures glorieuses qu'a connues l'OGC Nice. Et ce qu'il souhaiterait, c'est retrouver peut-être les Amalfi, les Bergstone, Carré, Ben Tifour, Piantoni des années passées. Mais je crois qu'actuellement, il est conscient qu'il y a un excellent travail d'effectuer, que les résultats suivent et que la machine est sur rail et que maintenant, c'est une question de patience pour qu'il puisse être satisfait. Deuxième cible, le recrutement et notamment celui de Larios. Réponse de l'intéressé. 100 minutes de jeu, Jean-François Larios prépare son pied droit. Le public, enfin un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le mal niçois. Impossible de déplacer plus de 8 à 10 000 spectateurs. Décevant. Je pense qu'il faut à Nice, et ce qu'aiment les Niçois, c'est avoir au sein de cette équipe des joueurs qui ont un nom. Alors c'est une question de choix aussi. Peut-être que c'est vrai aussi, j'aimerais avoir les grands noms du football français. Aujourd'hui, je ne peux pas me les offrir. J'essaie de faire autrement et de bâtir un club avec des gens qui sont issus de notre centre de formation. Vous préférez avoir des résultats, mais pas de grands noms? Je souhaiterais avoir les deux. Ce serait pour moi un but et un rêve surtout. Mais quand j'ai pas les noms, j'essaie d'avoir les résultats. Bernard Renault donc et Georges Dominique ont porté bonheur à l'OGC Nice qui restait sur 3 défaites et qui a renoué avec la victoire en recevant Laval. Georges Dominique. Avec d'abord, mon cher Thierry, l'affiche technique en rouge et noir, bien sûr, puis l'affiche pyrotechnique et l'affiche musicale. Si la chanson de Jeanne Masse fait un malheur, les rouges et noirs niçois ont dégringolé 8 parades, vous l'avez dit, les Azuréens restent sur 3 défaites alors que les blancs et oranges de Laval sont en pleine ascension. 3 victoires de suite. Explication du mauvais pas niçois. Ici, la béquille de Pierre Dréossi, le défenseur, est hors des terrains jusqu'à la fin du championnat. Et Nice vient d'encaisser 8 buts au cours de ses 2 derniers matchs. Il s'agit donc de retrouver la confiance. Elle est bien longue à se dessiner, mais ici, à la 20e minute, on amorce un mouvement intéressant. Morales dangereux. Les Lavallois concèdent un corner sur la droite, pied gauche de Ndioro au 2e poteau. Il s'élève avec sa masse et sa taille. Jean-François Larios, ça s'écrase contre le poteau. 1-0 pour Nice. Larios qui amorce un bon retour en forme depuis quelques semaines et qui est surtout monsieur un but par match depuis 3 rencontres. Ce but aurait dû donner des ailes aux Aiglons, mais c'est au contraire Laval qui sera maître des opérations. 25e minute, centre de Rezeau, tête d'Audrin, but, mais le 11 de Laval attendait le ballon hors jeu. Monsieur Wurtz n'accorde pas. Les fans de Nice ne sont pas mécontents, mais le match est loin d'être joué. Mi-temps 1-0, mais Laval toujours coriace.
Laval toujours cordial, une très bonne équipe, Laval, une équipe qui joue sans angoisse de la relégation, sans stress de Coupe d'Europe, mais qui joue donc tout à fait libérée, qui reste très dangereuse. Et j'ai l'impression que ça va être difficile pour Nice parce que Nice ne maîtrise pas bien cette équipe et son sujet. Il a bien vu, pour l'instant il fait frais malgré les tambourins, le public est clairsemé, ce n'est pas un match folichon. Michel Le Millénaire sent que ses troupes peuvent atteindre l'objectif, c'est ce qui se produit ici. Montée de Payard, relais avec Owoubokiri, contrôle d'Audrin, pied gauche fracassant, 1-1, joie mayonnaise, il reste 15 minutes à jouer. On se dit que Laval va réussir son Xème match nul sur terrain adverse, mais la mayonnaise va mal tourner. Une minute plus tard, Curbelo, puis ici Guérit, Claude Massa, ils sont 3-4 Lavallois. Et finalement le Niçois a le dernier mot, 2-1 pour Nice. Une victoire qui soulage Nice avant ses 2 petits déplacements à Monaco mercredi en coupe et samedi en championnat. Et maintenant, avec Yves Kupferminck, tous les buts de la 29e journée, à l'exception de Bordeaux-Nancy, il y en a eu 6, mais malheureusement, nous n'avons pas reçu les images. Yves Kupferminck. On commence avec Lille-Monaco. Les Monégasques en bleu ouvrent la marque dès la 15e minute sur ce corner repoussé par les Lillois. Tir de Bijota prolongé par l'inévitable Soren Lerby et Monaco mène donc 1-0. Cet avantage, les Monégasques ne le garderont que 5 minutes. Desmet égalisant sur un pénalty consécutif à une main de Bijota dans la surface. Nouveau point perdu à domicile par Toulon devant Lens. Pas de but, pas d'avertissement. RAS. Rien ne va plus au FC Nantes qui décidément n'arrive plus à gagner. Comble de malheur pour les Nantais, ils ont joué à 10 toute la deuxième mi-temps après les blessures de Brasigliano, Deboté et Bourouchaga. Le seul but du match est marqué à la 72e minute après une occasion de Patrice Garande sur un contre favorable de Fiard. Eric Cantona s'en va tout seul battre Jean-Paul Bertrandemann. Auxerre l'emporte 1-0. Pas de but au stade de la Route de Lorient à Rennes où le Paris Saint-Germain s'est créé la plus belle occasion. Centre de Safet Suzik, reprise de Couriol, Yard est sauvé par sa transversale. Précieux succès de Sochaux qui devant le Havre a renoué avec la victoire. Une victoire qui s'est dessinée en 3 minutes. 6e minute, pénalty transformé par Franck Sauzé. 3 minutes plus tard, le même Sauzé adresse un tir tendu de 20 mètres qui trompe Casanova. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Le Havre réduit l'écart à la 61e minute. Faute de Sylvestre sur Pain dans la surface. Pénalty indiscutable, transformé en 2 fois par le Tchécoslovaque Vizek. Sochaux l'emporte 2-1. Et pour terminer sans image, malheureusement, large victoire de Bordeaux devant Nancy, 4-2. Zlatko Vujovic, Ferreri et Touré 2 fois ont marqué pour les Girondins. Nagy et Stéphan pour Nancy. Cette 29e journée n'apporte pas de grosses modifications au classement. Bordeaux et Marseille sont toujours au coude à coude avec un petit avantage aux Girondins qui ont toujours 3 buts d'avance sur les Marseillais. Auxerre revient à 1 point de Toulouse pour la 3e place européenne que visent encore Monaco et Metz. Dans la deuxième partie du tableau, la situation devient grave pour Saint-Etienne, dépassé par Toulon. Mais entre le Racing Club de Paris 15e et Nancy 19e, 3 petits points seulement. La lutte pour éviter la descente et les barrages risque d'être très chaude. Alors il y a eu pas mal de buts, de beaux buts. Didier, vous avez eu l'embarras du choix pour le plus beau. Oui. De tous les tangos du monde. Lequel alors? C'est celui que j'ai dansé avec Solange Péter. Bah, c'est une surprise, vous allez voir. Eh bien finalement c'est le but de Bernard Zégnier. À la suite de ce centre, Zégnier dans un premier temps voulait effectuer un amorti de la poitrine. C'est ce qu'il confiera à notre confrère Martin Zara, car il y avait beaucoup de vent. Finalement il ne suivra pas sa première idée et en football ce n'est pas l'idéal. En général il vaut mieux la suivre. Mais enfin là ça va réussir à Bernard Zégnier. Regardez son jeu de jambes, il cherche son bon appui, le trouve, c'est pas évident, il est un petit peu à reculons. Il va réaliser le geste parfait. Alors pourquoi, me direz-vous, faire un ciseau retourné par la suite pour la galerie? Eh bien, pas du tout. En réalisant ce geste, il accompagne bien le ballon et donne sans doute beaucoup plus de puissance à celui-ci. Ensuite, ça va dans les buts. Et s'il était resté debout, il y avait de fortes chances, voyez-vous, que le ballon aille largement au-dessus des buts. Les buts étrangers, ce qui serait magnifique, c'est un shoot fait en Allemagne qui rentrerait dans les buts de Batz. Ça, ce serait un but qui viendrait de l'étranger. Un vrai.
Un vrai de vrai, Michel Galabru. Il a de l'imagination, mais pourquoi pas. Ça ira peut-être un jour, puisqu'on n'arrête pas le progrès. Alors, la rubrique étrangère, effectivement, dans mon dos, vous le reconnaissez, Bernd Schuster, vous savez qu'il a beaucoup de problèmes actuellement avec Barcelone. Il y a eu des problèmes aussi à une époque avec la sélection nationale. Il ne veut plus y retourner. Il y avait un procès cette semaine, procès Barcelone-Schuster. Michel Enfrol était pour nous sur place. Donc, Bernd Schuster et le Barça. C'est à Séville, le 7 mai dernier, lors de la finale de Coupe d'Europe des clubs champions face au Steaua Bucarest, que les ennuis commencent pour Bernd Schuster. À la 83e minute, Schuster quitte le terrain et Barcelone perd la coupe à la suite de l'épreuve des tirs au but. Núñez, le président du club catalan, déclare que Schuster ne portera plus jamais le maillot du FCB sur un terrain de football. Le public international avait découvert la nouvelle vedette du football allemand le 14 juin 1980 à Naples, en championnat d'Europe des nations. Ce jour-là, l'Allemagne bat les Pays-Bas 3-2 et Bernd Schuster, le numéro 6, 20 ans, joueur du FC Cologne, sera à l'origine non seulement des 3 buts allemands, mais participera à toutes les actions dangereuses qui viendront à bout des Néerlandais. Schuster, joueur de milieu de terrain, arrête, relance et marque. En quelques mois, il atteint le firmament du football mondial. Un joueur aussi jeune, aussi talentueux à tous les postes de jeu, attire très vite l'attention du public et surtout celle des entraîneurs et des présidents de clubs qui rêvent tous de s'attacher les services d'un pareil phénomène. Fin 1980, Schuster est classé 2e meilleur joueur mondial, derrière Rummenigge, mais devant Michel Platini. Schuster, à ce moment-là, a déjà quitté le maillot blanc de ses débuts, celui de Cologne, avec lequel il avait conquis les foules d'outre-Rhin, pour la tenue bleue et rouge du Football Club de Barcelone, avec qui, en moins de 5 ans, il remportera une Coupe d'Espagne, une Coupe d'Europe et un championnat d'Espagne. En 1984, après le départ de Maradona, Schuster devient capitaine de l'équipe catalane, tout en se classant toujours parmi les meilleurs buteurs. Mais les rapports de Schuster avec la presse espagnole ne sont pas des meilleurs. Chacun de ses gestes est analysé à la loupe et les critiques succèdent vite aux éloges. Gut, mit der Presse hat man hier viel Probleme, weil das ist auch ein Unterschied mit Deutschland. Die Presse ist nicht so kritisch wie hier. Hier ist man heute der beste Spieler der Welt und 2 Minuten später. Depuis 10 mois donc, Schuster, toujours sous contrat, n'a plus joué avec son équipe, aux grandes dames des sociétaires et spectateurs du Nou Camp, qui chaque jour plus nombreux exigent son retour sur le terrain. C'est pourquoi jeudi dernier, dès 8 h du matin, il y avait foule au palais de justice de Barcelone pour entendre Schuster réclamer la résiliation de son contrat et le droit pour lui d'aller jouer ailleurs. Le cas Schuster passionne et divise les Catalans. La politique, le chômage sont relégués au second plan. Seul importe le maintien ou le départ de l'Ange Blond, qui donna aux Catalans leur premier titre de champion d'Espagne depuis 11 ans. Schuster, toujours accompagné de Gabi, son épouse vigilante, refuse aujourd'hui les propositions du président du FC Barcelone, Núñez, qui lui offre à partir de la saison prochaine un nouveau contrat de 3 ans et un salaire annuel de 4 millions de francs, soit 25% de mieux, histoire sans doute pour Schuster de surmonter l'inflation en Espagne. L'entraîneur britannique Venables préfère penser à autre chose, lui qui fut à l'origine de la suspension du joueur vedette. Pour éviter toute erreur de langage, c'est par l'entremise d'une interprète hispano-allemande que Schuster a demandé officiellement au magistrat que liberté lui soit rendue dès maintenant. Alors que son avocat, lui, estimait que les propositions du président Núñez ne changeaient rien au problème, vu le préjudice causé aux joueurs par une interruption de carrière aussi longue, bientôt 10 mois. Le patron du Football Club de Barcelone, Josep Luis Núñez, craint sans doute de voir un jour Schuster arborer les couleurs de l'ennemi héréditaire, le rival traditionnel, le Real Madrid, et il refuse surtout de payer la moindre indemnité à son ancien protégé, estimant que si Bernd Schuster s'en va maintenant en cours de contrat, c'est lui, le joueur, qui doit, en application du droit du travail, dédommager le club pour le préjudice que lui occasionne ce départ précipité. Schuster, vedette de l'électronique audiovisuelle de la télévision catalane, ne sera pas fixé sur son sort avant une bonne semaine, mais ses sentiments n'ont pas changé. Bien sûr, j'aurais voulu renouveler mon contrat, mais il y a aussi autre chose. Il y a des problèmes qui se posent et qui empêchent tout accord. La solution pour moi serait de pouvoir jouer à nouveau au football, comme je dois le faire normalement. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'on ne me laisse pas jouer au football. Alors dans ce cas, il faut que j'aille jouer ailleurs. Voilà le seul problème.
Quelques heures avant ce procès historique, les collègues de Schuster avaient renoué avec le succès en championnat d'Espagne, en battant Osasuna 4-2. Et 2 joueurs s'étaient mis en vedette, les 2 étrangers du club, qui s'appellent aujourd'hui Archibald et Lineker. Affaire à suivre donc. Dans un petit mois, un peu moins, la France affrontera l'Islande en championnat d'Europe des Nations au Parc des Princes. Et il y a eu 2 matchs cette semaine, 2 matchs que l'on va voir d'un petit peu plus près. Marque d'un joli coup de tête dès la première minute. Que dire du but égalisateur obtenu une demi-heure plus tard par les Rouges de l'équipe d'Albanie? Un but splendide, mais malheureusement, ce sera le seul. 1-1 à la 34e minute, 5-1 une heure plus tard, avec notamment un but de Bologna et un autre de Bumbescu. On vous fait grâce du reste, mais la Roumanie bat l'Albanie 5-1. La Roumanie, toujours en course pour se qualifier pour l'Euro 88 dans le groupe 1. Surprise en revanche dans le groupe 5 où sur sa pelouse, l'équipe des Pays-Bas a été surprise dès la 6e minute par Saravakos qui ouvre la marque d'un joli lob pour l'équipe de Grèce. Il faudra attendre la 56e minute pour voir Van Basten égaliser d'un bien joli but. C'est un spécialiste, 1 partout, mais les Pays-Bas sont mal, ils ont déjà perdu 2 points sur leur terrain. Oui, la première division c'est bien, mais la 2e division, c'est pas des clowns, hein. C'est pas des clowns, hein. Achille Zavata, il a raison, on parle toujours de la première division, mais savez-vous que dans la 2e division, il y a des joueurs très cotés, il y en a même qui valent quasiment, on dit 1 milliard. Alors il y a une génération de joueurs dans notre football qui sont un petit peu en fin de carrière, vous voyez, le soleil est descendu, il ne brille plus tellement, mais il y a une 2e génération qui va arriver, et on espère que pour notre football, le soleil sera bien haut. Comme ici, c'est une nouvelle rubrique, donc nos espoirs, ça s'appelle « Demain sera un autre jour ». Grande pensée philosophique. Philippe, oui, avec Laurent Blanc de Montpellier. Signe particulier, ne risque pas de passer inaperçu au milieu, surtout à Montpellier où ses coéquipiers s'appellent Bernardet et Lemou. Il mesure exactement 1,90 m. Et une taille comme la vôtre, c'est pas un handicap pour jouer numéro 8? Non, je pense pas. Je suis fait comme ça. Je pense que ça m'avantage dans les airs, c'est-à-dire pour le jeu de tête. J'ai un petit inconvénient, c'est au point de vue vivacité, là ça me dérange un petit peu. Alors est-ce qu'il y a un joueur auquel vous vous assimilez plus particulièrement? Le plus que je m'assimile, c'est José Touré. Sa qualité primordiale est que c'est un technicien hors pair. Mais maintenant, moralement, il s'est mis au diapason de ses qualités techniques. Et je crois que c'est un futur grand, à condition qu'il reste les pieds sur terre. Et surtout qu'il ne tombe pas dans la facilité, parce que c'était son défaut. Il est tellement facile dans le football qu'il a tendance à tomber dans la facilité. Cette année, c'est autre chose. Il a atteint une dimension supérieure. Beaucoup s'en sont aperçus depuis la trêve. On l'a ainsi beaucoup vu, notamment dans le match de coupe que Montpellier a perdu face à Nice. Mais Laurent Blanc, lui, a fait un super match. Et ça se remarque surtout que 15 jours plus tôt, dans le derby contre Alès, il avait réussi 2 buts. Le premier sur ce jaillissement et le deuxième, vraiment superbe, sur une tête pas facile du tout. On comprend mieux maintenant pourquoi le petit blanc Laurent a suivi la filière des sélections jusqu'à être aux portes de la grande équipe de France, une éventualité que lui pourtant n'envisage pas vraiment dans l'immédiat. J'ai tout approuvé encore dans le football français, notamment en première division, car on évolue encore en seconde division. Donc pour moi les choses sont moins rapides que ce qu'on veut le penser. Je pense que d'abord il faut que j'arrive à prouver que j'ai ma place en première division, et après on pensera plus tard à l'équipe de France, si on peut. Laurent est lucide, il sait qu'il lui faut encore beaucoup travailler pour confirmer.
Il sait aussi qu'il doit jouer en première division rapidement. Et là, évidemment, ça pose un problème, même s'il intéresse beaucoup de clubs. Si nous n'atteignons pas l'objectif fixé, c'est-à-dire la montée en première division, on n'a pas le droit... Enfin, je ne me sens pas le droit ni le courage de faire en sorte que ce garçon végète en deuxième division. Il faut qu'il s'exprime au plus haut niveau parce qu'il y en a les qualités et les possibilités. Comment vous réagissez quand vous entendez parler d'1 milliard pour avoir Laurent Blanc dans son équipe? Ça me surprend et ça m'impressionne à la fois. Je veux dire que ce chiffre me paraît quand même un petit peu élevé pour un joueur qui évolue en deuxième division et qui a tout approuvé dans le football français. Alors Montpellier, c'est fini? Non, pas du tout. Je pense que si Montpellier accède en première division à la fin de la saison, je pense que j'aurai plus de chances d'être montpelliérain que d'être ailleurs. Et ailleurs, ça pourrait être Marseille? Mais écoutez, ça je peux pas vous le dire parce que je le sais pas du tout. Donc, en ce qui concerne mon avenir pour éventuellement partir dans d'autres clubs, je peux rien dire car je n'en sais rien. Eh bien, on va rester au stade de la Mosson où les hommes du bon président Nicolin affrontaient les Cannois. Match au sommet dans le groupe B, Montpellier-Cannes, Philippe Huy. Coup franc vicieux d'Albert Raymond, Stéphane D'Angelo est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Le ton est donné. Cannes n'est pas venu à Montpellier pour faire de la figuration. Les joueurs de Mézy ont 2 occasions, première période. Là, la reprise de Riust est passée à côté. Et 2 minutes plus tard, sur ce coup franc de Lemoux, Morisseau détourne la tête de Laurent Blanc. Mais la première grosse émotion du match, elle est pour la 23e minute. Débordement et centre de Chavreau, tête de Savic. La balle est mal dégagée, résultat, Charbonnier réussit une superbe reprise. D'Angelo est battu. Tout le monde croit au 1-0, mais le juge de touche a levé son drapeau et l'arbitre, M. Dezayas, suivra son juge de touche. Tout est donc à refaire pour les Cannois. Cet avertissement sans frais aurait pu réveiller les Languedociens, mais il n'en sera rien, même si la dernière occasion de la première période est en leur faveur. 1 heure de jeu maintenant, faute de Baisse sur Burnier, et cette fois-ci un but qui ne sera pas refusé. Le coup franc est tiré par Albert Raymond pour la tête de Bélizy. D'Angelo est bien battu, 1-0 pour Cannes. Les Cannois vont même avoir une superbe occasion de réussir un 2e but sur cette percée de Savic, bien arrêtée par D'Angelo. Les meilleures occasions ont donc été pour Cannes. À noter tout juste pour Montpellier cette dernière action. Centre de Kiss, reprise de Milla, mais dans les bras de Morisseau, bien revu. Première défaite de Montpellier à domicile. Et apparemment, ses supporters en ont pris un coup au moral. Vous êtes venus, vous avez vu un très mauvais Montpellier. Je crois que c'est le plus mauvais match de la saison qu'on fait. Et c'est celui qu'il ne fallait pas faire. Et c'est comme ça, le football, c'est comme ça. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu, ça arrive aux meilleures équipes. Et croyez-moi, je crois qu'on a un moral d'acier et on va aller jusqu'au bout. Nous nous sommes donné ce soir les moyens de notre ambition, à savoir venir gagner à Montpellier. Et maintenant, l'objectif, bien sûr, c'est les barrages. Notre objectif, au minimum, ce sera les barrages. Je crois que avant ce match-là, effectivement, raisonnablement, nous ne pouvions espérer que les barrages, mais je crois que ce soir, nous avons relancé le championnat entre Alès, Lyon, Montpellier et Cannes pour la première place. Et tout ça ne redonne pas le sourire aux supporters de Montpellier. Et c'est vrai, il a raison, Alain Moisan, parce que dans ce groupe B, tout est possible. Montpellier battu, Lyon vainqueur, Alès battu chez lui par Bastia, but de Lipini et Solomenko. Il y a donc 4 clubs en 3 points, Lyon, Montpellier, Alès et Cannes. Mais Montpellier compte un match en moins, mais un match difficile à Bastia. Dans le bas du tableau, Bourges, Thonon et Béziers nous semblent malheureusement condamnés à la 3e division. Beaucoup moins de suspense dans le haut du classement du groupe A, tout au moins pour la première place, puisque Niort a fait match nul à La Roche-sur-Yon et compte désormais 6 points d'avance sur Mulhouse, qui s'est fait surprendre par Valenciennes. Un but d'ailleurs de l'ancien mulhousien Didier Six. A signalé que Caen, dans le même temps, a également été battu à Saint-Dizier. Pourtant, Caen menait 2-1 à 5 minutes de la fin, mais Saint-Dizier donc a marqué 2 buts dans les 5 dernières minutes. 2e victoire du Red Star. Enfin, il est évidemment beaucoup trop tard, mais c'est toujours bon. 1-0 contre Strasbourg. Alors l'un dans l'autre, Thierry, il y a beaucoup de surprises, ce qui nous donne un loto peut-être intéressant. On va voir la grille là. Un loto où il aura fallu vraiment dépenser des trésors d'ingéniosité pour trouver la bonne grille à 16. Du reste, ça ne m'est pas très bien qu'il y en ait une à 16, parce qu'en dehors des victoires à l'extérieur et des très nombreux matchs nuls,
Eh bien, il fallait placer les croix exactement comme il faut. On vous les laisse regarder pour une fois que l'on a bien le temps. Moi, en ce qui me concerne, je suis largement en dessous de 10. C'est vrai qu'en ce qui concerne les victoires à l'extérieur, celles de Valenciennes, d'Auxerre et même de Marseille n'étaient pas très évidentes. Istres, Nîmes, bon, c'était jouable. C'était un derby. C'est vrai qu'il y a quand même 3, 4, 5, 6, 7 matchs nuls. Donc les clubs à domicile ont vraiment eu beaucoup de mal. Avant de vous quitter, je voudrais vous signaler que Mondial vient de sortir avec sur la une le choc entre Naples et la Juventus qui va se dérouler cet après-midi, que vous pourrez peut-être suivre si vous avez Canal+, en différé. Ah oui, ça vaudra vraiment le coup. Donc Maradona et Michel Platini. Ensuite, les classiques, des interviews de Suodo, Batné, Sliskovic, Tour, Foot Santé, Football à la Réunion, je vois. Il y a Première Licence, le top Foot, etc. Et puis j'aimerais vous quitter aussi en vous signalant que la Juventus Club de Paris, cher à notre ami Giorgio, rencontrera les médecins français avec la participation de nombreuses vedettes de la chanson et du football. Tout cela pour la Ligue contre le cancer. Enfin, la recette, bien entendu, sera destinée à la Ligue contre le cancer. À 15h au stade Cerdan, pourquoi je prononce mal, à Malakoff. Ça se joue samedi prochain à 15h. Donc, il y aura du beau monde sur cette pelouse de Malakoff au stade Marcel Cerdan. Voilà, eh ben, c'est terminé pour nous. Cet après-midi à la folie, pas du tout, avec Jean-Michel Lelio et Patrick Poivre d'Arvor. Et après, si vous voulez, vous pouvez peut-être changer de chaîne pour regarder ce fameux match au sommet du championnat italien. Merci, bon dimanche, bonne semaine. Il y a 2 soirées de football cette semaine, mais elles sont inversées. Mercredi, c'est la coupe, samedi, le championnat. C'est le contraire de ce qui était prévu. Bonne semaine.